Dans un monde où nous faisons confiance aux policiers pour assurer notre sécurité, il est choquant d'entendre qu'ils enfreignent la loi. Que se passe-t-il lorsque ces agents corrompus se retrouvent en prison, l'endroit où ils avaient l'habitude d'envoyer les criminels? The second concerns Wayne Couzens, who pleaded guilty to kidnap and rape of Sarah Everard, and later he pleaded guilty to her murder. C'est un retournement du destin qui bouleverse leur monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 histoires réelles de policiers qui ont perdu leur pouvoir et se sont retrouvés de l'autre côté des barreaux. Découvrons ces récits surprenants et édifiants. Numéro 1. Renversement terrifiant du destin. Affaire de Wayne Couzens. L'affaire de Wayne Couzens marque une instance glaçante et sans précédent d'un agent des forces de l'ordre abusant gravement de son pouvoir, entraînant des conséquences tragiques. Cousin, autrefois respecté officier de police à Londres, a exploité la confiance et l'autorité conférées par son rôle pour commettre un crime odieux. L'enlèvement et le meurtre de Sarah Everard. Cet acte n'était pas seulement un échec personnel, mais une trahison des principes qu'il avait juré de défendre. La disparition d'Evrard et la découverte ultérieure de son meurtre ont envoyé des ondes de choc à travers la nation, incitant à une réévaluation de la sécurité des femmes et du rôle de la police dans la garantie de la sécurité publique. L'impact des actions de Couzens s'est étendu bien au-delà de la tragédie immédiate. Il a déclenché une conversation nationale sur la sécurité des femmes, conduisant à des protestations et à des appels à une réforme substantielle de la police. Le tollé public a souligné une méfiance profondément enracinée envers la police, en particulier en ce qui concerne leur traitement des femmes et l'abus de pouvoir au sein de leur rang. L'affaire a soulevé des questions gênantes sur la mesure dans laquelle les agents sont évalués et surveillés, et si suffisamment de mesures sont prises pour empêcher ceux ayant des intentions malveillantes d'exploiter leur position. Dans un retournement dramatique du destin, Couzens, autrefois protecteur du public, s'est retrouvé de l'autre côté de la loi, recevant une peine de prison à vie pour ses crimes. Son expérience en prison contraste vivement avec sa vie passée en tant qu'officier de police. L'ironie d'un défenseur de la loi, habitué à l'autorité et au contrôle, faisant maintenant face aux dures réalités de la vie carcérale, souligne la gravité de sa chute du pouvoir. Cette inversion des rôles sert de rappel puissant de la mince ligne qui sépare l'ordre du chaos au sein du système judiciaire. Enfin, l'affaire de Couzens offre une réflexion sévère sur la culture au sein des forces de police. Elle force à réexaminer la formation et le soutien des agents, ainsi que les mécanismes en place pour prévenir de tels abus flagrants de pouvoir. La perte de confiance du public envers la police, découlant de tels incidents, remet en question les bases mêmes de l'application de la loi et exige une réponse critique et immédiate pour restaurer la foi dans le système. Cette affaire, dans sa pure horreur et trahison, demeure un sombre rappel des conséquences catastrophiques lorsque ceux chargés de protéger le public deviennent les auteurs de ces pires cauchemars. Numéro 2. Trafic de drogue et gang, chute de Jason Singh. La descente de Jason Singh, d'officier de police à leader d'un réseau de distribution d'héroïne à Gateshead, présente un contraste frappant entre les rôles des forces de l'ordre et de l'activité criminelle. Le parcours de Singh dans le monde du trafic de drogue illustre la ligne parfois floue entre les protecteurs de la loi et ses contrevenants. Sa transition de l'application de la loi à sa violation flagrante, surtout de manière aussi grave en dirigeant un réseau de drogue, constitue une étude de CAS cruciale pour comprendre la dynamique de la corruption au sein de la police. En prison, la vie antérieure de Singh en tant qu'officier de police entrelacée avec ses activités criminelles apporte une dynamique unique à son incarcération. Contrairement à de nombreux prisonniers qui coupent les liens avec leur passé, les connexions criminelles de Singh, établies alors qu'il était officier de police, auraient pu le suivre en prison, lui offrant potentiellement un certain niveau de protection et de respect parmi les autres détenus. Cette situation renverse les dynamiques de pouvoir habituellement observées dans la vie carcérale, où les anciens agents de l'application de la loi font généralement face à l'hostilité et à l'isolement. Au lieu de cela, les liens de Singh avec le monde criminel pourraient lui assurer un réseau d'alliés, modifiant la narration habituelle de la vie derrière les barreaux d'un officier disgracié. L'affaire de Singh soulève des questions importantes sur les implications de policiers se transformant en criminels de haut niveau.
Elles remettent en question la vision traditionnelle de la police en tant qu'exécuteur intègre de la loi et mettent en lumière le potentiel de corruption et d'abus de pouvoir au sein des forces de l'ordre. Cette situation n'est pas seulement une tragédie personnelle pour l'agent impliqué, mais aussi une violation significative de la confiance du public, ébranlant les fondements de la foi de la société envers l'application de la loi. La chute de Singh constitue un rappel solennel des conséquences dévastatrices lorsque ceux qui ont juré de faire respecter la loi deviennent les éléments mêmes contre lesquels ils se dressaient autrefois. Numéro 3. Inconduite sexuelle en uniforme. Condamnation de Bradley Stewart Wagner. L'affaire de Bradley Stewart Wagner est un rappel sévère des conséquences graves lorsque ceux qui ont juré de protéger franchissent la ligne de la criminalité. En tant qu'officier de police à Anaheim, Wagner était chargé de faire respecter la loi et d'assurer la sécurité publique. Cependant, ses actions contredisaient vivement cette confiance. Condamné pour agression sexuelle, son cas est un exemple glaçant de l'abus de pouvoir au sein des forces de l'ordre. La condamnation de Wagner n'était pas seulement une chute de grâce, mais une descente dans l'infamie. La gravité de ces actes a été sanctionnée par une peine de prison de 4 ans, une période qui, bien qu'apparemment courte, est lourde de stigmates, surtout pour un ancien officier de police. En prison, les dynamiques changent de manière spectaculaire pour les ex-agents. L'uniforme, qui symbolisait autrefois l'autorité et le respect, devient une cible de ressentiment et d'hostilité, en particulier dans les CA impliquant une inconduite sexuelle. Ce stigmate n'est pas seulement un fardeau psychologique, mais il affecte aussi la réalité quotidienne de la vie derrière les barreaux. Les anciens officiers comme Wagner se retrouvent souvent isolés, à la fois pour leur propre protection et en raison de l'animosité des autres détenus. Cette isolation peut conduire à un sentiment profond d'aliénation et d'introspection, les obligeant à confronter la gravité de leurs actions loin des structures sociales qu'ils ont autrefois naviguées avec autorité. Le cas de Wagner est un exemple puissant de la rapidité avec laquelle la vie peut changer de manière drastique lorsque ceux en position de pouvoir exploitent leur rôle. Son histoire sert de récit édifiant, illustrant la fine ligne entre faire respecter la loi et tomber dans l'abîme de la criminalité. C'est une réflexion sobre sur les responsabilités qui accompagnent un insigne et les conséquences graves lorsqu'elles sont abandonnées. Numéro 4. L'affaire de Gerald John Schaeffer Jr., de shérif adjoint à tueur en série. La transformation glaçante de Gerald John Schaeffer Jr., de shérif adjoint à tueur en série, est un rappel sévère des profondeurs de dépravation auxquelles certaines personnes peuvent sombrer, même celles à qui l'on confie le respect de la loi. Schaeffer, autrefois une figure d'autorité et de confiance, a exploité sa position non pas pour protéger, mais pour s'attaquer aux vulnérables. Sa descente dans la criminalité a abouti à sa condamnation en tant que tueur en série, choquant la communauté qui le voyait autrefois comme un protecteur. Dans l'enceinte de la prison, la vie de Schaeffer a pris un tournant dramatique et sombre. Plus l'agent de la loi, il est devenu une cible entre les murs de la prison. Sa notoriété en tant qu'ancien officier de police, désormais tueur condamné, a attiré des menaces et de l'hostilité de la part des autres détenus. Les criminels même qu'il poursuivait autrefois l'entouraient désormais, entraînant une constante vague de menaces et de violences. Cet environnement hostile était bien loin de sa vie passée d'autorité, illustrant l'inversion extrême des rôles et la réalité périlleuse de la vie carcérale pour les officiers corrompus. La transformation psychologique de Schaeffer soulève des questions profondes sur la nature de la criminalité et le potentiel du mal chez l'individu. Son cas remet en question notre compréhension de la moralité et des mécanismes psychologiques qui peuvent pousser une personne à commettre des crimes odieux. Le parcours de Schaeffer, d'une figure de l'autorité légale à un détenu réprouvé, aboutissant finalement à son meurtre en prison, sert de sombre rappel des conséquences graves de la corruption et du comportement criminel, surtout chez ceux qui étaient autrefois des symboles de la loi et de l'ordre. Numéro 5. La corruption et la chute de Nathalie Mottram. L'affaire de Nathalie Mottram se présente comme un rappel sévère de la fine ligne entre les forces de l'ordre et la criminalité. À seulement 24 ans, Mottram n'était pas une officière de première ligne, mais une analyste du renseignement, un rôle généralement associé à l'analyse des données pour aider à la prévention du crime.
Cependant, elle s'est éloignée de sa voie professionnelle, choisissant plutôt de divulguer des informations sensibles sur une opération majeure visant Encrochat, une plateforme de communication chiffrée utilisée par des criminels organisés. SU's actions n'ont pas seulement sapé une enquête cruciale, elles ont directement aidé ceux qu'elle était censée aider à appréhender. L'ironie de la situation de Mottram devient encore plus prononcée une fois qu'elle entre dans le système pénitentiaire. Pour quelqu'un qui jouait autrefois un rôle dans l'analyse du renseignement pour les forces de l'ordre, se retrouver de l'autre côté des barreaux a dû être un retournement de rôle déconcertant. Mais son expérience en prison a probablement différé de celle d'un détenu typique. Compte tenu de ses connaissances et de la nature de son crime, elle a peut-être été perçue différemment par les autorités pénitentiaires et les autres détenus. Dans certains cas, les individus ayant des antécédents dans l'application de la loi ou le renseignement, surtout ceux impliqués dans des affaires médiatiques ou ayant accès à des informations sensibles, peuvent se retrouver soit ostracisés, soit, inversement, respectés pour leurs connaissances et leurs connexions. Cependant, ce respect ou cette protection perçue au sein du système pénitentiaire n'efface pas la gravité de ses actions. En divulguant des informations cruciales, Mottram a non seulement trahi son serment, mais a également mis en danger des opérations et potentiellement des vies. Son cas est un exemple glaçant de la manière dont une position de confiance au sein de l'appareil de l'application de la loi peut être exploitée, entraînant des conséquences graves non seulement pour l'individu, mais pour l'ensemble du système de justice. Son histoire sert d'avertissement sur la vulnérabilité des données sensibles et l'importance cruciale de l'intégrité dans les positions d'autorité. Numéro 6. Le tournant tragique de Michael Slager. L'affaire de Michael Slager, un ancien officier de police de North Charleston, offre un exemple frappant des conséquences profondes auxquelles font face les officiers corrompus lorsqu'ils perdent leur pouvoir. Slager, qui est blanc, a été condamné pour le tir mortel sur Walter Scott, un homme afro-américain non armé, un acte capturé sur vidéo qui a suscité l'indignation nationale. Sa condamnation et sa peine de prison de 20 ans marquent un moment significatif dans le dialogue continu sur la responsabilité policière et l'injustice raciale aux États-Unis. En prison, l'expérience de Slager est fortement influencée par la nature de son crime et ses implications raciales. L'incident de tir, impliquant un officier blanc et un civil noir, est devenu emblématique des problèmes plus larges de partialité raciale dans les forces de l'ordre. Il a soulevé des questions critiques sur la manière dont les policiers sont tenus responsables de leurs actions, en particulier dans les cas impliquant des victimes issues de minorités. Dans le contexte du système pénitentiaire, ces dynamiques prennent une forme différente. L'identité de Slager en tant qu'ancien officier de police et la nature racialement chargée de son crime le place dans une position unique, souvent précaire, parmi les autres détenus. De plus, sa peine reflète un changement d'attitude sociétale envers les fautes professionnelles de la police. Traditionnellement, on pensait que les agents de l'ordre étaient moins susceptibles de subir des sanctions sévères pour leurs actions en service, ce qui a suscité des appels généralisés à la réforme et à une plus grande responsabilité. Le cas de Slager signifie donc non seulement une chute personnelle, mais souligne également un changement plus général dans la façon dont les policiers corrompus sont perçus et traités, tant sur le plan légal que social. Son histoire sert d'avertissement, mettant l'accent sur les graves répercussions qui attendent ceux qui abusent de leur position de pouvoir et de confiance dans les forces de l'ordre. Numéro 7. Implication de Joyce Mitchell dans l'évasion de prison. L'affaire de Joyce Mitchell illustre clairement les chemins inattendus que peut prendre la corruption au sein du système pénitentiaire. Employée à la prison Clinton Correctional Facility, le rôle de Mitchell en tant qu'instructrice d'atelier de couture semblait anodin. Cependant, sous cette façade, elle nourrissait des intentions illicites qui ont conduit à l'une des évasions de prison les plus célèbres de l'histoire récente. Mitchell, dans une violation déconcertante de la confiance, a facilité l'évasion de 2 meurtriers condamnés, Richard Matt et David Sweat, en 2015. Cet acte audacieux n'était pas simplement une décision impulsive, mais la culmination d'un voyage psychologique complexe.
Mitchell a développé des relations inappropriées avec les deux détenus, un fait qui souligne les façons subtiles dont la corruption peut se manifester. SU's actions allaient au-delà de simples liaisons émotionnelles. Elle fournissait activement des outils et des informations cruciales pour le plan d'évasion des détenus. Cette violation du protocole mettait non seulement en danger ses collègues et le public, mais révélait également des vulnérabilités alarmantes au sein du système pénitentiaire. Sa condamnation, une peine apparemment clémente de 5 ans compte tenu de la gravité de ses actions, ne capture peut-être pas entièrement les répercussions plus larges de son comportement. L'évasion a entraîné une chasse à l'homme massive, coûtant des millions de dollars aux contribuables et provoquant une panique généralisée. De plus, son cas a ouvert une boîte de Pandore de questions sur l'intégrité du personnel pénitentiaire et sur la facilité avec laquelle ils peuvent être manipulés ou devenir eux-mêmes des manipulateurs. L'histoire de Mitchell sert de rappel glaçant du chaos potentiel qui peut survenir lorsque ceux à qui l'on confie le maintien de la loi et de l'ordre basculent du côté de l'illégalité. C'est un récit qui choque non seulement, mais nous pousse aussi à réfléchir aux paysages psychologiques et éthiques complexes navigués par le personnel pénitentiaire. Numéro 8. Emery Waller. Une réflexion sur les principes juridiques. L'affaire d'Emery Waller rappelle vivement les principes cruciaux sous-tendant le système judiciaire, en particulier le droit de garder le silence. Waller, impliqué dans des controverses légales, est devenu un point focal des discussions sur les droits des accusés. Sa situation souligne l'équilibre délicat entre le devoir des forces de l'ordre de protéger la société et les droits légaux d'un individu. Le cas de Waller, un ancien officier de police, illustre les complexités lorsque ceux qui ont autrefois fait respecter la loi se retrouvent de l'autre côté. Le droit de garder le silence, pierre angulaire de la défense légale, est essentiel pour garantir un procès équitable. Il protège les individus contre l'auto-incrimination, un aspect fondamental de nombreux systèmes judiciaires dans le monde. Le cas de Waller met ce principe au premier plan, soulignant son importance non seulement pour l'accusé, mais aussi pour l'intégrité du processus juridique. Il remet en question la perception selon laquelle le silence pourrait impliquer la culpabilité, soulignant plutôt la sauvegarde légale qu'il offre contre d'éventuels dysfonctionnements de la justice. De plus, la situation de Waller porte sur la gestion plus large du système judiciaire des anciens agents de l'application de la loi. Elle soulève des questions sur le traitement de ceux qui ont autrefois détenu le pouvoir et l'autorité au sein du système, se retrouvant maintenant soumis aux mêmes lois qu'ils appliquaient. Cette inversion des rôles sert de rappel puissant de l'impartialité de la loi et de l'importance de défendre universellement les droits légaux. Le cas de Waller, par conséquent, ne concerne pas seulement le parcours individuel à travers le système judiciaire, mais constitue un commentaire sur la capacité du système à rester impartial et à défendre ses principes fondamentaux, indépendamment de la profession passée de l'accusé. Numéro 9. Les poursuites criminelles continuées de Ronell Wilson en prison. Ce qui arrive aux policiers corrompus, qui perdent leur pouvoir et se retrouvent en prison. Le parcours de Ronell Wilson, d'un meurtrier condamné à une figure tristement célèbre derrière les murs de la prison, illustre de manière frappante comment les policiers corrompus peuvent poursuivre leurs activités criminelles, même après leur incarcération. Wilson, reconnu coupable du meurtre sans pitié de 2 détectives de police en civil, a réussi à étendre son influence au-delà des barreaux de sa cellule, témoignant des dynamiques complexes au sein du système pénitentiaire. À l'intérieur de la prison, la notoriété de Wilson a pris une tournure inattendue. Il a développé une relation avec Nancy Gonzalez, une agente de correction. Cette liaison n'était pas seulement une violation du protocole pénitentiaire, mais a également mis en lumière les frontières floues entre les défenseurs de la loi et ceux qui se trouvent du mauvais côté. La relation a abouti à la grossesse de Gonzalez, ajoutant une autre couche de controverse à la vie déjà tumultueuse de Wilson derrière les barreaux. De plus, les activités criminelles continues de Wilson pendant son incarcération dressent un tableau troublant des défis du système pénal pour neutraliser complètement l'influence des agents de l'application de la loi corrompue. Sa capacité à participer à ces activités soulève des questions sur l'efficacité des mesures de sécurité en prison et sur la facilité avec laquelle les détenus peuvent perpétuer des réseaux criminels de l'intérieur.
L'affaire de Wilson n'est pas simplement une histoire de déchéance individuelle. C'est une réflexion sur les problèmes systémiques au sein des forces de l'ordre et des systèmes correctionnels. Elle sert de rappel glaçant des réalités complexes et souvent troublantes qui se dévoilent lorsque ceux qui ont juré de faire respecter la loi en deviennent les transgresseurs. Son histoire, marquée par la trahison, la manipulation et la criminalité continue, résonne comme un exemple puissant des problèmes profondément enracinés qui peuvent affecter ceux qui occupent des postes d'autorité, même après leur chute. Numéro 10. Le séaz controversé de Muhammad Noor. Le cas de Muhammad Noor, ancien officier de police de Minneapolis, illustre vivement les complexités et les controverses entourant les forces de l'ordre et la responsabilité. Dans un incident tragique qui a fait la une nationale, Noor a mortellement abattu Justine Damon, une femme non armée, suscitant une indignation généralisée et une réévaluation des procédures policières. L'incident, survenu dans les banlieues tranquilles de Minneapolis, est devenu un point focal des discussions sur l'utilisation de la force par la police, en particulier contre les civils. La condamnation de Noor à 57 mois de prison a été perçue à travers divers prismes. Pour certains, c'était une étape nécessaire pour rendre les forces de l'ordre responsables de leurs actes, une rare instance d'un policier faisant face à des conséquences substantielles pour un tir en service. Pour d'autres, la peine a été considérée comme soit trop sévère, soit trop clémente, reflétant les opinions profondément polarisées sur les relations entre la police et la communauté. Le cas a été compliqué par des dynamiques raciales. Noor, somali-américain, était l'un des rares agents de police de couleur dans un département de police principalement blanc, soulevant des questions sur les préjugés raciaux dans le système judiciaire. Les implications plus larges du cas de Noor vont bien au-delà de ces circonstances individuelles. Il souligne la nécessité urgente de réformes dans les pratiques des forces de l'ordre, en particulier en CE, qui concerne l'utilisation de la force létale. L'incident a conduit à des appels à une meilleure formation des policiers, en particulier pour gérer des situations à haut stress sans recourir à des mesures létales. De plus, il a souligné l'importance d'enquêtes transparentes et approfondies sur les actions de la police, garantissant que la justice soit rendue équitablement, indépendamment de la race de l'agent ou des antécédents de la victime. En résumé, le cas de Muhammad Noor est un rappel sombre des lourdes responsabilités assumées par ceux qui sont dans les forces de l'ordre et des conséquences désastreuses lorsqu'ils échouent dans leur devoir de protéger et de servir. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.